qu'on est dans un traitement, en fait, des collectifs romani en France et de ceux qu'on appréhende comme des tziganes, qui est raciste, et ce depuis longtemps. Je m'appelle William Acker, j'ai 30 ans, je suis juriste, je travaille dans le sud de la France et j'ai grandi principalement à Paris dans une famille de voyageurs, de gens du voyage comme on dit. Ce livre, Où sont les gens du voyage, il démarre en 2019. Il y a un incendie, celui de l'usine Lubrizol à côté de Rouen. Et il s'avérait qu'au pied de cette usine, il y avait une aire d'accueil. Et donc une action collective a été montée avec les habitants de l'aire d'accueil, des chercheurs, des associatifs et moi-même. On s'est vite confronté en fait aux autorités publiques qui n'écoutaient pas ou ne recevaient pas le message parce qu'il manquait des chiffres. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de produire un recensement, en recensant méthodiquement sur chaque département l'ensemble des aires d'accueil dédiées aux gens du voyage et en analysant le contexte de cette aire d'accueil, ce qui a démontré évidemment que la majorité des aires d'accueil étaient bien soumises à des pollutions et étaient de manière systémique complètement reléguées des villes. Alors les principales pollutions qui touchent les aires d'accueil sont en règle générale des infrastructures qu'on a elles-mêmes éloignées des villes. Donc éloignées pour des raisons de nuisance en fait. Donc c'est des structures qu'on ne veut pas proches des villes. Et les aires d'accueil sont aussi des espaces qu'on relègue puisqu'on estime qu'une aire d'accueil ce sont des sources de nuisance et on ne veut pas en fait de gens du voyage dans les villes. Ce qui fait que généralement en fait les principales sources de pollution sont des déchetteries, des stations d'épuration, des autoroutes, des usines Seveso, des carrières, des centrales nucléaires, des centrales électriques. On a toujours ce type d'infrastructure à proximité d'une aire d'accueil. Alors la notion de racisme environnemental, c'est une notion qui a émergé aux États-Unis dans un contexte particulier où les populations afrodescendantes en fait, et afro-américaines ont démontré que les endroits où elles vivaient étaient principalement des endroits les plus pollués en fait. Et finalement, le système d'aire d'accueil français, le système d'accueil tel qu'il est aujourd'hui en France, est l'exemple type du racisme environnemental, puisque les espaces choisis sont choisis spécifiquement pour une catégorie de population qui historiquement est discriminée à raison de sa race, ou en tout cas appréhendée à raison de ses origines dites ethniques, culturelles ou raciaux. Et ces lieux sont choisis par l'État, et de manière systémique sont relégués et pollués. Donc on est vraiment sur un axe, un schéma quasi parfait de ce que pourrait être le racisme environnemental. Très souvent, on pense que l'accueil est une générosité, une hospitalité, alors en contraire, l'accueil, c'est un droit qui a été gagné au prix de longues luttes. Et non seulement c'est un droit qui a été gagné au prix de longues luttes, mais en plus c'est un droit qui a été largement dévoyé par les pouvoirs publics, puisque aujourd'hui, on est plus dans un format en fait de mise à l'écart ou voire d'encampement plutôt que d'accueil. C'est-à-dire que vraiment on fait en sorte que les gens du voyage soient entre eux à l'écart. Il y a eu vraiment une cristallisation de l'antiziganisme à la fin du 19e siècle en France, puisqu'il y a eu petit à petit des migrations qui sont venues se rajouter au collectif Romani, donc Manouche, Sinté, qui pouvaient déjà être en France. On traitait en tout cas les populations dites nomades comme un fléau des campagnes, c'était le terme. Et donc les pouvoirs publics ont décidé d'appréhender ce fléau des campagnes en le catégorisant, en lui donnant un statut. Et c'était le statut de nomade qui a été assorti d'un carnet anthropométrique avec des mesures des membres, de l'anthropologie raciale dans sa forme la plus pure en fait. Un fichage racial qui a servi aussi à l'internement des nomades pendant la Seconde Guerre. Moi, ma famille a été internée dans les camps de concentration et d'internement français. Et en plus, c'était des camps qui étaient gardés par des Français. Ce qui fait qu'il y a eu un ressentiment aussi chez les voyageurs de se dire on a été trahis quelque part. On a toujours été rejetés et trahis. Et ça, finalement, ça a perduré après la Seconde Guerre où là, l'objectif des pouvoirs publics, c'était de sédentariser et en quelque sorte de faire disparaître ces modes de vie du paysage français. Il y a un antiziganisme en France qui est très profond, très ancien, qui est ancré dans le droit, qui est ancré dans l'histoire, dans les politiques publiques. Et pour le déconstruire, il faut déjà l'affronter de face. Aujourd'hui, l'histoire des gens du voyage ou des nomades ou des peuples romani en règle générale n'est pas enseignée à l'école. Il y a assez peu de jeunes, même chez nous, qui connaissent l'histoire de l'internement, par exemple. Il y a très peu de gens qui savent que la majorité des gens du voyage n'avaient pas accès au droit de vote jusqu'en 2012. Ou étaient encore fichés de manière ethnique par la police jusqu'en 2010 dans un fichier des minorités ethniques non sédentaires. Donc tout ça, c'est des choses à voir en face, à montrer, à analyser pour comprendre les phénomènes de l'antiziganisme et pouvoir lutter contre ce racisme.